Il est où? Il n'y avait pas un petit point qui était censé un petit point qui était censé s'ouvrir? Attends. Non, là, ça enregistre, tu vois, il y a le carré pour l'arrêter au tout. Tu vois ça? Là, arrêtez Ah l'enregistrement. oui, d'accord. Ok. Bon, faudra couper un petit peu. C'est pas grave. Bon, d'accord. Bah écoutez, je vous présente et puis on commence après. Donc bienvenue pour cette troisième conférence qui est en fait une lecture de recueil de poèmes illustrés par des... Vous avez les aquarelles finalement ou pas? Oui, dans D'accord. le recueil, oui. D'accord, donc illustrés avec des aquarelles. Alors, ce sont des poèmes qui ont été écrits par Tonta Tanvan. Et les aquarelles ont été faites par Nicolas Journoux. La lecture par Tonta Tanvan sur Tonta Tanvan est chercheuse en littérature, poétesse normalienne, professeure de littérature comparée et francophone à l'université de Paris-Créteil. Par contre, je n'ai pas la date à laquelle a été publié votre recueil. Il date de 2007. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse commencer. Oui. Et donc, la page 5, oui. vous avez donc la dédicace. Donc, à mon frère Zon. Alors, il se trouve que je l'ai dédié à mon frère disparu cette année-là. Et emporté par la maladie. Et il avait pris dans sa valise, avant de partir à l'hôpital, quelques vêtements et ce recueil. Et donc il a pu le lire jusqu'à la page 60, je crois. Et il y a quelques jours, je suis allée au cimetière Montparnasse et j'ai retrouvé non loin d'un grand marronnier qui commençait à bourgeonner, sa tombe. Et le prunus qui avait été planté par une de ses amies, et qui était tout petit à l'époque, 15 ans plus tard, était devenu un très très bel arbre, presque en éventail, et ça faisait une énorme tache rose et bourdonnante d'abeilles. Et les promeneurs qui passaient à côté s'extasiaient, le prenaient en photo. Alors je me suis approchée, alors il y avait un emplacement pour 4 urnes, hein. Donc deux autres personnes malheureusement disparues la même année que lui, et je suis venue de le saluer en ce début de printemps, et comme mon frère avait fait du russe à l'INALCO, qu'il aimait beaucoup la Russie, je me disais, bon, il devait certainement, là où il est, se préoccuper un petit peu de ce qui se passe assez loin de nous et en même temps très près évidemment en Europe de la France. Ce que je voulais dire, c'est que c'est mon premier recueil que j'ai publié, d'ailleurs grâce à l'éditrice qui s'était dépêchée en me disant il faut absolument que ton frère le voie, et ce recueil intitulé Le pays d'avant regroupe un ensemble de poèmes que j'ai rédigés sur plusieurs années et qui correspondent à ma redécouverte du Vietnam. Voilà. Donc c'est un carnet de voyage illustré par l'amie d'une ancienne étudiante de Toulon, ce serait le nom de l'histoire, qui à l'époque vivait à Lyon et qui avait voyagé au Cambodge et réalisé un carnet de voyage. Et cette amie nous a mis en contact en pensant que nous pourrions nous plaire, puisque ces dessins pouvaient illustrer mon recueil et que mon recueil pouvait trouver des échos dans son inspiration. Et ce fut le cas. Et en parcourant mon recueil, Nicolas a pu dessiner, et à son gré, donc je l'ai laissé complètement libre évidemment, donc il choisissait et c'est le résultat que vous avez ici. Alors bon, là vous l'aurez
en noir et blanc, mais il faut imaginer que toutes les aquarelles sont bleues. Et j'aimerais donc un petit peu, vous devez vous demander un petit peu quel a été mon parcours. Alors curieusement, je suis, contrairement aux apparences, née à Paris, où j'ai fait toutes mes études, donc des études qui me permettent à présent d'enseigner comme professeur à l'université de Paris-Est-Créteil, où mes cours sont consacrés à la littérature française, comparée et vietnamienne. Mes parents sont arrivés en France en 1950, et bon, ce qui n'est pas, qui correspond pas évidemment à la majorité des Vietnamiens qu'on peut côtoyer en France. Ils font partie, disons, de ces enfants de classe moyenne, voire même aisée, que les parents envoyaient en France pour faire leurs études, parce que c'était le bon ton, ça faisait très chic de dire mon fils, ma fille, surtout des garçons, il faut le dire, est à Paris ou en France pour passer son baccalauréat ou faire des études supérieures. Voilà. Donc ils sont arrivés dans des conditions tout à fait confortables, mon père venu du Nord et ma mère du Sud, et sont restés par la suite puisqu'ils se sont rencontrés, puis une rencontre tout à fait improbable en Vietnam, le Vietnam qui était déjà en guerre. Donc ça correspondait à la phase de la guerre dite d'Indochine qui opposait donc le Vietnam à la France, encore présente jusqu'à Dien Bien Phu, comme vous savez, en 1954. Et au Vietnam, ils ne se seraient, je parle au conditionnel, jamais rencontrés. Vous voyez, donc c'est tout à fait impossible. Et c'est en France qu'ils ont ensuite fondé une famille, fondé une famille, et la guerre se poursuivant, comme vous savez, jusqu'en 75, donc 30 ans de guerre, ils ont pris racine, et finalement leur vie en France leurs années passées en France ont été plus longues que, maintenant ça fait plus de 70 ans qu'au Vietnam. Donc c'est pour cette raison que j'ai pensé à cette formule de pays d'avant, qui est très étonnante, parce que pays c'est un espace, et avant renvoie une temporalité. Donc un pays d'avant, ce n'est pas uniquement de manière anecdotique le Vietnam. Il suffit de penser à toutes les diasporas, tous les exils, les exodes, malheureusement d'actualité, qui font que chacun part en emportant, soit dans un coin de sa tête ou de son cœur, un peu du pays qu'il a quitté, un peu du pays de ses ancêtres. Voilà, que ce soit les Italiens, les Polonais, les Belges venus au XIXe siècle, les Espagnols après la guerre d'Espagne, ou tous ceux qui ont été attirés par le rêve américain et par ce nouveau monde. Voilà. Et les guerres, évidemment, aussi, malheureusement, nous rappellent que parfois, il faut quitter le pays dans lequel on a vécu. Voilà. Mais je pensais aussi à la deuxième, à la troisième génération. Qu'en est-il des enfants qui sont nés dans une terre autre, étrangère, mais qui est devenue leur terre d'adoption et dont la langue est la langue maternelle, comme c'est le cas pour moi. Donc il y a véritablement une recherche des origines, une volonté d'interroger la génération précédente, de recueillir des souvenirs et peut-être de reconstituer le puzzle d'une histoire fragmentée. Alors c'est ce que j'ai voulu faire et ça n'a pas été facile, puisque dans un premier temps, mes parents n'ont pas voulu que je revienne au Vietnam. Voilà. Mon père, au téléphone, m'a dit « Mais c'est absurde, pourquoi aller au Vietnam? Il y a beaucoup de pays pour partir en vacances, tu peux aller même dans d'autres pays d'Asie, il n'y a rien d'intéressant. » Donc j'ai été, comme vous l'imaginez, tout à fait blessée ou même interloquée, ça c'est vrai, par cette prise de position. Et j'avais l'opportunité de partir avec un groupe de jeunes de la deuxième génération, comme moi, nés en France, à Paris principalement.
donc pendant un mois, nous devions sillonner le pays du nord au sud. Ce qui est quand même assez rare, puisque la plupart des voyages organisés, comme vous le savez, durent 2 semaines. Hein, mais partir un mois, c'est quand même assez rare. Alors je téléphone à ma mère, je lui dis, ma décision est prise, je souhaite, hein, depuis, j'ai trop tardé, hein, c'était l'année de mes 28 ans, et je veux revoir mon pays, je veux revoir surtout ma grand-mère, celle qui est encore en vie, ma tante, mes cousins, mes 2 oncles. Et ça me semblait très important de sortir du cercle du huis clos familial, hein, limité aux parents, aux frères et à la sœur, et grâce à ma cousine qui m'avait donné le numéro du côté maternel, j'ai pu voir ma grand-mère et ma tante. Mais la réponse au départ au téléphone de ma mère fut terrible. Elle me dit, de toute façon, c'est trop tard, ta grand-mère, c'était ma grand-mère paternelle, est morte depuis plusieurs années. Mais c'était récent, c'était peut-être quelques années avant ce voyage. Donc j'ai pleuré après d'avoir raccroché, sans connaître cette grand-mère, parce que je savais qu'elle désirait ardemment connaître, évidemment, ses petits-enfants, mais tout particulièrement ses petites filles. Alors avant de lire les poèmes qui lui sont consacrés, je rappellerai que ma grand-mère était veuve, avait élevé donc ses 3 fils, donc mes oncles et mon père, et avait eu la tristesse de perdre 3 filles en bas âge. La plus grande avait 3 ou 4 ans, paraît-il, et elle était très attachée à ses filles disparues, et voilà. Pour elle, il fallait renouer avec les liens, peut-être de la féminité, et cela n'avait pas pu se faire. Donc j'ai pu retrouver donc, ma grand-mère, ma tante, et je suis allée me recueillir dans des pagodes, dans des temples. Une fois, c'était dans une montagne, et sur une montagne, hein, dans une grotte sur une montagne, et comme il était possible de faire des vœux, j'avais formulé 2 vœux qui étaient l'un de retrouver ma sœur, je ne l'avais pas vue depuis 25 ans, partie fâchée, fâchée avec mes parents, donc elle n'avait plus donné signe de vie, et j'avais aussi demandé le vœu suivant, je souhaitais que mes parents puissent revenir au Vietnam après 50 ans d'absence. Ouais. Alors je ne sais pas si vous êtes superstitieux ou croyant, mais lorsque j'ai renouvelé ces vœux en laissant flotter une bougie sur le fleuve des parfums à Hue, donc la capitale impériale du centre du Vietnam, j'ai aussi demandé ce qui me semblait à l'époque tout à fait impossible. Et figurez-vous qu'à mon retour, ça s'est réalisé. En 2004, après presque 30 ans de silence, ma sœur a écrit à mes parents, et depuis nous sommes en contact, et mes parents, quelques mois après mon retour en France, ont brusquement décidé d'aller au Vietnam. Voilà. Donc mon père, je lui avais montré des photos, je lui avais parlé de mes retrouvailles avec donc sa belle-mère et sa belle-sœur. Et tout d'un coup, je lève les yeux et je me rends compte que de grosses larmes coulent le long de ses joues. Il pleurait silencieusement. Et je n'ai jamais vu pleurer. Et vous imaginez qu'un homme vietnamien du Nord, de surcroît, ne montre pas ses émotions. Et je peux vous dire comment s'est déroulé son retour. Et il est parti. Un jour, il m'appelle, il me dit « Ne t'inquiète pas, là je pars avec maman. Nous allons au Vietnam. » Et de manière tout à fait sobre et neutre. Voilà. Et j'ai appris, fait quelque peu troublant, qu'il avait oublié la feuille sur laquelle il avait noté soigneusement l'adresse de téléphone de ses 2 frères et évidemment aussi de sa belle famille. Donc arrivé sur place, je pense qu'il a trouvé l'équivalent de notre ancien bottin, vous vous souvenez, les pages blanches actuelles. Et figurez-vous qu'il est arrivé directement devant une ancienne villa coloniale occupée par un douanier et construite au début du XXe siècle. Il aperçoit un jeune homme, il lui dit en vietnamien « Oh,
Mon neveu, bonjour, je suis ton oncle, va prévenir ton père. Donc voilà comment mon père a débarqué, comme ça, à brûle-pourpoint, chez son frère. Et mes oncles, quand je suis revenue, m'ont remercié et m'ont dit, ton père ne l'a pas dit, mais c'est grâce à toi, à ce voyage, que ça a déclenché quelque chose et qu'il s'est rendu compte qu'après 50 ans d'absence, alors qu'il n'a jamais revu sa mère, il fallait qu'il revienne. Voilà. Et il a dit, c'est grâce à ma fille. Voilà. Mais il ne pourra pas te le dire. Mais nous le savons et nous voulons te remercier de nous avoir réunis, ton père et moi. Alors je ne raconterai pas tout l'ensemble de ces histoires, mais je peux vous dire que quand j'étais sur la tombe de mon frère à Montparnasse la semaine dernière, j'ai appelé ma sœur, que je n'ai pas revue depuis ses obsèques en 2007. Voilà. Nous communiquons par téléphone, elle est à Montpellier, elle est loin, mais il y a quelque chose qui l'empêche finalement de renouer complètement. Et je lui dis, Lannes, Lannes, ça veut dire perle de jade, devine où je suis. Elle m'a dit, ah ben non, je ne sais pas. Je n'avais pas mis WhatsApp, hein, donc elle n'avait que ma voix. Je lui ai dit, je suis au cimetière Montparnasse, non loin d'un grand marronnier et à l'ombre d'un prunus en fleurs tout bourdonnant d'abeilles. Et je suis près de notre frère, est-ce que tu veux lui parler? Alors c'était un petit peu incongru certainement, mais elle a dit oui. Et quand j'ai mis le haut-parleur, sa voix tremblait et elle a dit, bonjour mon frère Zon, voilà c'est Lannes, je pense à toi tous les jours. Je sais et j'espère, mais je sais que tu es bien là où tu es. Et je voulais te dire que bientôt nous allons nous retrouver et nous serons tous ensemble à nouveau. Et ensuite sa voix s'est étranglée et je l'ai entendue sangloter, pleurer, très doucement. Et elle m'a dit, ah mais Von c'est mon prénom, enfin le diminutif qui veut dire nuage, hein, parce que Von veut dire nuage d'azur. Et Zon, mon frère, ça signifie peuple, un nom choisi de manière idéologique à l'époque dans le contexte de la guerre. Et elle m'a dit, mais Von, qu'est-ce que tu as fait? Mais elle m'a dit, mais je te remercie, merci. Voilà. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait deux dames qui étaient passées tout près et qui avaient photographié le prunus. Et elles avaient tout entendu en réalité. Elles avaient entendu ce dialogue à trois que permettait la technologie. Et cette dame m'a jeté un regard très profond et j'ai senti combien elle était bouleversée. Elle a souri et elle s'est éloignée. Voilà, je voulais vous raconter cette anecdote. Alors pourquoi vous parlez de ça? C'est que les Vietnamiens pensent, les bouddhistes, qu'il y a une réincarnation qui permet aux âmes finalement de revenir sur Terre. Et on dit que souvent ce sont les bébés, enfin les enfants, qui choisissent la famille où ils vont séjourner. Voilà. Et lorsque on m'avait présenté ma grand-mère paternelle, alors vous allez être étonnés, vous allez vous dire, mais pourquoi présenter? Eh bien tout simplement parce que elle était, enfin ses cendres reposaient dans une urne, dans une pagode. Voilà. Et ma tante, donc la femme du frère de mon père, me dit en vietnamien, ma nièce, il est temps d'aller présenter des hommages à grand-mère. Alors nous prenons un taxi et dans la banlieue de Saigon, jadis, appelée Ho Chi Minh Ville aujourd'hui, comme vous le savez, nous nous arrêtons, c'est une pagode flambant neuve, je vois plusieurs urnes, des photos, ma tante s'incline avec les baguettes d'encens devant la photo qui est à gauche et à droite de l'urne de ma grand-mère, et je m'en étonne, elle me dit, mais oui, il faut saluer les voisins. Et en vietnamien, elle s'adresse à la photo de ma grand-mère, la dernière photo, une belle photo, et que je connais. Et elle lui dit, belle maman, voici ta petite fille, la fille de ton dernier fils, Billy, de Paris. Elle a fait ce grand voyage et elle avait hâte de te connaître. Et elle ajoute, dis bonjour à grand-mère. Donc je m'avance, je m'incline 3 fois avec les baguettes d'encens et je m'adresse dans un vietnamien
quelque peu incertain, et d'ailleurs avec un fort accent, comme vous l'imaginez, français. Je lui dis « Bonjour grand-mère, ça fait depuis longtemps que j'aurais dû venir te voir, et là je suis très heureuse d'être avec toi. Voilà, je vis très loin d'ici, mais je pense souvent à toi, et j'ai vu des photos. Je sais que tu m'aimes. Je commence par dire que tu m'aimais, mais je parle au présent. Et sache que moi aussi, et j'aurais tellement voulu te connaître. Et je sais que tu as été une femme merveilleuse, très courageuse, que tu as pu élever toute seule tes 3 fils, que tu es très belle, et que tu as envoyé mon père faire ses études, et c'est certainement grâce à toi que nous avons eu cette vie si tranquille. Voilà. Mais je sais que tu es là et que tu me protèges. Voilà, donc je voulais vous raconter. Donc à présent, je suis très bavarde, donc il faut que je commence. Nous allons commencer par le pays d'avant. Alors je ne sais pas si... Voilà, c'est le premier poème. Je suppose que vous l'avez. Oui, c'est bon. Donc c'est la page numéro 7. Alors. Donc il y a la dédicace à mon frère John et ensuite la page 7. Oui. Oui. Le pays d'avant. Le pays d'avant, il est vert, rizière, pays de cocagne, de cocotiers, pays de montagne, de bananiers. Le pays d'avant, il est bleu, il est sel, il est feu, il est miel, déliciel. Le pays d'avant, il est doux, il est beau, pays de rivière, pays de fleuve, pays de lumière, naguère en guerre, pays de veuve. Le pays d'avant, il est fruit, tendre, goûté, il est pluie, cendre d'été, il est bruit, les cités brûlantes à vendre. Le pays d'avant, il est visage sans âge, village paisible, il est facile à voir, difficile à voir, invisible. Le pays d'avant, il est mousson, violente, il est frisson de voix lente, de terre sanguinolente, de mers indolentes, de mers implorantes. Le pays d'avant, d'avant quoi, d'avant qui, d'avant moi, d'avant ici, devant vous, devons nous pleurer et y leurrer, souvent enterrés sous le vent, effleurés dans les rêves, flairés, serrés, emmurés, murmurés du bout des lèvres en déshérence, errance désespérée. Le pays d'avant, il n'existe plus, il est perdu. On n'a jamais su, on l'a jamais vu, on n'a jamais pu le prouver, le retrouver. Le pays d'avant, il n'existe pas. Voilà. Donc je voulais lire ce poème éponyme, comme on dit, qui est souvent le poème préféré lorsque je fais des lectures dans des cafés, au cours de réunions, devant un public francophone, mais vietnamien, ou pas forcément vietnamien. Et il a été souvent, parfois, cité dans des anthologies ou dans des articles. Bon, je crois qu'il a marqué un petit peu les lecteurs. Et je vais même vous raconter une anecdote. C'était mon psy vietnamien qui a beaucoup travaillé, Dr Luen, sur les traumatismes de l'exil, de la diaspora, hein, et surtout sur le choc des cultures, qui peut provoquer évidemment des crises identitaires. J'ai eu la chance d'être suivie par ce psychiatre, et c'est lui d'ailleurs qui m'a incité à écrire et à publier. Et il me disait, vous devez aller jusqu'au bout de votre démarche et cela vous sauvera. Et il m'avait invité à un petit congrès où se réunissaient des psys et aussi certains patients et beaucoup de Vietnamiens parisiens. Et figurez-vous que j'ai lu des extraits du recueil, et en particulier ce poème. Et je me souviens qu'au premier rang, il y avait des dames du couvent des oiseaux, un célèbre établissement scolaire dans lequel la dernière impératrice avait fait ses études, hein, donc des dames qui avaient 70, 80 ans, certaines un petit peu plus jeunes. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que certaines pleuraient silencieusement. Ça m'a fait bizarre, parce que je me dis toujours, ce sont des mots, c'est un parcours de vie, mais est-ce qu'on peut, comment
peut-on toucher d'autres personnes? Est-ce que nous avons tant d'affinités, de points communs? Voilà. Et j'accélère puisque quelques mois plus tard, mon psy m'appelle pour me remercier. Le psychiatre m'appelle et me dit « Je vous remercie plus particulièrement parce que figurez-vous que dans l'auditoire, il y avait un homme que je suis depuis très longtemps, hein, depuis 30 ans peut-être, et qui, parti il y a plus de 50 ans, souffrait beaucoup d'être loin du Vietnam, mais me disait « Je ne pourrai jamais revenir, ce n'est pas possible. » Voilà. Et il m'a dit « Vous savez que vous avez réussi en quelques minutes, en lisant vos poèmes, à faire ce que moi je n'ai pas pu faire en 30 ans. » Et il m'a dit, cet homme, ce patient, m'a annoncé joyeusement qu'il avait pris un billet et qu'il allait partir enfin au Vietnam. Voilà. Donc, je voulais vous dire que je suis très heureuse de penser que ça peut... Alors je vous lis à présent un poème assez étonnant, la page suivante, datée de janvier 2002, vous voyez, il y a 20 ans. Je suis à Paris et j'entends tout d'un coup aux infos, oh, il neige depuis absolument inouï au Vietnam, au nord du pays, donc à la frontière entre la Chine et même à Hanoï, et c'est quelque chose d'absolument inouï. Et je me dis que curieusement le mot neige existe. Alors le mot neige en vietnamien c'est Thuet, voilà. Et Thuet, c'est le prénom de ma tante, du côté de ma mère, voilà, qui est partie en Californie, que j'ai pu voir avant qu'elle ne disparaisse. Voilà. Elle avait épousé un homme tout à fait important, qui faisait partie, qui était ministre de la propagande, traducteur, interprète officiel du régime du Sud, et ambassadeur à Singapour à la fin de la guerre. Ce qui l'a sauvé avec ses 6 enfants, qui sont mes 6 cousins et cousines, puisqu'ils sont partis directement en Californie. Et je pense que s'ils avaient été encore au Vietnam, malheureusement, ils auraient eu un sort moins enviable. Alors vous me direz, bon, ils ont été sauvés, ils étaient catholiques, mais ça n'a pas été facile. Hein. Moi j'imaginais évidemment une nouvelle vie, mais dans des conditions finalement heureuses. Et un jour, ma cousine, que j'ai revue à Hawaï, là où se trouve un autre cousin, vous allez me dire, quel voyage pour se retrouver en famille. Tout d'un coup, elle s'assombrit, elle a une larme à l'œil, elle a la larme à l'œil plutôt, et je lui demande, voilà, cette ombre de tristesse, elle me dit, je pensais à mon père, à mes parents, donc mon oncle et ma tante, moi. Et je lui dis, et que se passe-t-il? Elle me dit, oui, nous avons tout perdu, et je le revois balayant le sol dans un McDo, lui qui était ambassadeur, ministre, et vous imaginez la vie fastueuse d'un ambassadeur, d'un ministre au gouvernement, voilà. Et disait ma mère qui faisait des petits bijoux fantaisie, et il a fallu repartir à zéro. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte de ce qu'ils avaient pu traverser. Et je me suis dit, mais quel destin nous avons, voilà, chacun à des milliers de kilomètres. Alors pour revenir, je pensais à ma tante, à ce poème, où j'ai essayé d'imaginer la joie des enfants, des gens, c'est du mot à la chose. Hein, vous savez, quand on fait des études, au cours de nos études, on entend parler, par exemple, du signifiant et du signifié. Voilà. Donc on a la chose et puis on a le mot qui la désigne. Et je me dis, mais finalement, les Vietnamiens, la plupart des Vietnamiens ont pu vivre avec ce mot qui est la neige. Ils ont pu voir de la neige en photo, de la neige à la télévision. Ils l'ont lu dans les livres, mais ils l'ont jamais senti. Voilà. Et je peux vous dire, alors là c'est tout à fait relatif. Vous voyez derrière moi évidemment une végétation. Vous devez vous demander où je suis. Je ne suis pas du tout à Paris, là je suis en Bretagne, sur l'île de Groix. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le Morbihan. Et il se trouve que l'année dernière, il a neigé.
Il y a eu un épisode des Jeux, comme disent les météorologues en Bretagne, et on m'a dit qu'il n'avait pas neigé à Groix depuis 11 ans. Et je me suis rendu compte que les camarades de classe de mes filles, qui avaient grandi ici et qui n'ont pas forcément voyagé, hein, certains d'entre eux, mais certains, bon, moins, sont restés en Bretagne, n'avaient jamais vu la neige. Je me suis dit, tiens, c'est exactement comme dans mon poème. C'est que là, c'est tout d'un coup, et donc ils ont fait leur première bataille de boule de neige, leur premier bonhomme de neige, et les mimosas étaient en fleurs. Voilà. On a eu ce spectacle de paysages blancs et tout doré. Je vous le lis. Il a neigé hier au pays où il ne neige jamais. Étrange poussière sur les chemins de terre, froide lumière, blanche rivière. Neige dans les livres, flocons dans les rues, les gens sont un peu ivres, ils n'en ont jamais vu. Il a neigé hier au pays où il n'y a pas d'hiver, au pays que j'aimais, au pays où il ne neige jamais. Au Vietnam, vous avez remarqué qu'on fait de la sieste. Il fait bien chaud, et une petite sieste digestive de 20 minutes fait beaucoup de bien, hein, c'est une tradition. Et vous avez certainement remarqué quand vous passez près des Vietnamiens, qu'ils soient dans la rue ou bien dans leur bureau ou dans une boutique, les Vietnamiens aiment beaucoup chanter. Hein. Alors il y a ce côté un peu demoiselle de Rochefort ou parapluie de Cherbourg. Hein. Je me souviens, j'étais dans un musée et puis le gardien, celui qui surveillait la salle, il chantonnait. Je passe dans la rue là, des corporations à Hanoï. Il y avait quelqu'un qui était en train je crois, de fabriquer voilà, un petit objet artisanal à coup de marteau de burin. Et puis il était aussi en train de chanter. Et puis je me suis dit, mais c'est merveilleux ce pays où on chante, on est joyeux. Alors voici le poème suivant qui s'intitule Mousson d'été. Voilà. Vous y êtes? Oui. À l'heure de la sieste, ombre des femmes derrière le linge blanc qui sèche au vent d'été. Chant des moussons avant l'orage de fin d'après-midi, chanson des pluies suspendues en mineur. Entre les draps blancs, légers rayons de soleil, le vent joue, ombre fluide, voix de femme qui chante au loin, murmure de la ville. Au-dessus du lac de l'épée, le pont file sa courbe rouge. Alors je vais vous lire le premier poème que j'ai écrit le jour de mon arrivée, donc c'était en juillet 1997. C'était d'ailleurs assez étrange parce que lorsque le premier jour de mon voyage et le dernier jour ont été marqués par la disparition de deux personnalités. La première, c'était le dernier empereur, Bao Dai. Il se trouve, mon nom c'est Tontat, mais ça signifie impérial et je fais partie, je suis une lointaine cousine du dernier empereur. Ce n'est pas du tout à Calmila, mais c'est ce que mon père me disait quand j'étais petite et ce qui m'a été confirmé quand je suis revenue au Vietnam, que j'ai rencontré des Vietnamiens. Voilà. Et lorsque nous sommes revenus avec le petit groupe en France, alors je ne sais plus, peut-être que j'inverse les dates, mais je crois que c'est lorsque Lady Di est décédée d'un accident tragique, comme vous savez, à Paris, près du pont de l'Alma. Donc ça m'a fait bizarre de me dire que le voyage coïncidait avec la disparition de textes, disons, presque couronnés. Et en arrivant, il y a eu, comme c'était la mousson, un orage, et j'ai écrit ce poème. Alors c'est le poème suivant. Orage de mon pays, ciel mauvais grondant, éclair dans les flaques. Averse de ces nuits, course des enfants, porte qui claque. Dans les rues, grosse pluie, tonnerre et grand vent, c'est l'été qui craque. Trop loin d'ici, aujourd'hui, jamais, toujours, souvent, image en vrac. Là, donc c'est le premier qui ne se trouve pas en tête du recueil. Alors je vais à présent aller un petit peu plus vite. Et j'imagine que vous connaissez Hanoï, vous avez eu l'occasion d'y aller. Et vous avez découvert toutes ces rues qui portent des noms de spécialités. La rue du coton, la rue des lampions, la rue de la quincaillerie. Voilà. Alors voici, en poème, ces rues de Hanoï. Alors c'est la page 21. Alors attendez, il faut que je le trouve ça par contre. Rue de Hanoï, voilà. Une seconde. Oups. Voilà, c'est bon.
oui, quartier des petits métiers d'hier et aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, du jour et de la nuit, rue de la soie, du sucre, de la chaussure, de la mercerie, du carton, de la ficelle et des balances, des nattes, des montres, du poisson grillé, des herbes et des graines, de l'argent, des stèles, des décorations, rue du bois, du lucre, de la saumure, de la quincaillerie, du coton, des vermicelles, mains qui dansent, rue des pâtes, des rencontres, du papier, pleine du parfum d'encens, dans chaque ruelle une corporation ville, vie multicolore. Alors je poursuis avec le point suivant. Alors je vous raconte ce qui s'est passé, je marche, et vous savez que dans les rues il y a beaucoup de scooters, il y a beaucoup de monde, et parfois il est difficile de se frayer un chemin. Alors je marche tranquillement et tout d'un coup, je me trouve en face d'un vieux monsieur avec une canne, avec des cheveux blancs, une barbe, une moustache, et je me rends compte qu'il est aveugle et qu'il avance en fendant la foule et qu'il s'apprête à traverser. Alors je m'approche de lui et je lui dis en vietnamien « Bonjour tonton », parce qu'on s'adresse toujours avec déférence. Est-ce que je peux vous accompagner? Il me dit « Oui ma nièce, avec plaisir, mais je sais où je vais, mais je peux prendre votre bras, je peux prendre ton bras. » Allez, il me tutoie, je considère qu'il me tutoie. Alors je me demande s'il va loin, il me dit non, qu'il a l'habitude. Et alors c'est incroyable parce que nous traversons au milieu du flot de scooters, nous sommes dans une foule pressée. Et il me dit « Ah, tu as une très, très jolie voix » et il me dit « Et tu es jolie ma nièce. » Bon. Et tout d'un coup, nous parlons de choses et d'autres. Alors je dois lui dire « Je suis de passage, je suis à Paris, je vis à Paris. » Et il me dit, ça y est, c'est là. Donc nous nous arrêtons devant une maison. Il me dit, merci ma nièce. Et je lui dis, tonton, au revoir. Et j'écris ce poème. Le soir tombe très tôt, très vite. C'est la page suivante. La foule s'agite, fin du travail, d'une rue à l'autre. Rue des chapeaux, rue des éventails, rue de la soie, rue du coton, rue du papier. Au milieu des voies, avec son bateau, lentement, à pied, un aveugle s'avance dans sa nuit claire. Près du petit lac, un enfant sourit à la lune blanche. Et à présent, j'évoquerai une scène quotidienne qui est celle du marché. Je pense que vous avez vu des marchés pittoresques, en plein air, avec ces montagnes de légumes, ces poissons qui sont dans des cuvettes et ces poules qui sont dans des cages. Ici, tout est frais, tout est vivant. Alors c'est la page 29. Au marché. Vous y êtes. Au marché, parmi les légumes, femmes accroupies. On vend des couteaux, on vend des ciseaux qui ressemblent à des lunettes, on vend des baguettes. Les poules dans les cages ont des regards furibonds. Le sang coule dans les sacs. Les carpes font des ronds dans les cuvettes bleues. Et j'aimerais vous parler d'une fête très importante, c'est le Nouvel An. J'espère que vous avez pu en profiter. Et le Nouvel An, appelé le Tête, est une fête très importante, un équivalent peut-être de Noël en Europe. C'est la page 37, c'est tête numéro 4. Ah, tête numéro Page 4, 30. attendez. Alors une seconde, si c'est le tête numéro 4, le 2, Alors ça va vous faire voyager au nord, puisque c'est autour du petit lac, dit le lac de l'épée restituée. voilà. Merci. Autour du lac, grondement de la ville, feux d'artifice dans le ciel, 1000 fleurs s'épanouissent, la lune fait des bulles au fond du lac. Les gens déambulent avec des branches, des roses, des ballons, des glaces, des ananas à la main. Dans l'ombre scintillante de lampions, près du pont rouge, les amoureux chuchotent. Les familles flânent, des bandes d'enfants chahutent. Sur le trottoir, devant les boutiques ouvertes, un hôtel miniature, fruits encens, gâteaux de riz. On invite les ancêtres à la fête. À côté, on brûle des papiers, plus de dettes, de rancœur, de chagrin. Dans la nuit lumineuse, les morts et les vivants se sont donné la main. Voilà. Et quand j'ai eu l'occasion de fêter le Tête en famille chez mon oncle à Hanoï, avec mon frère, et je suis très heureuse d'avoir pu faire visiter le pays à mon frère avant qu'il ne disparaisse. À l'époque, il ne savait pas malheureusement qu'il était malade.
Et lorsque nous avons partagé le repas qui s'appelle le bantum, donc le gâteau de la terre, qui est fait en riz gluant, avec du porc, du soja, il représente toutes les richesses du pays. Mon oncle, devant l'autel des ancêtres, a dit à grand-mère, s'il te plaît, grand-mère, viens manger avec nous. Et c'est ensuite nous avons partagé le repas. Mais là, je vous parlerai de ma grand-mère maternelle, qui était toute petite, et avec laquelle j'ai fait une sieste. Alors vous imaginez, j'avais presque 30 ans, et on m'a dit, va dormir avec grand-mère. Alors j'ai souri, je me suis dit, ça m'a fait penser au petit chaperon rouge. Et elle regardait la télé toute la journée. Et quand j'ai demandé à une de mes cousines, celle qui était partie en Californie, qui était de passage, pourquoi elle regardait la télé, elle m'a répondu que comme elle avait perdu son mari, et pendant longtemps, elle a dit, mais je regarde la télévision parce qu'on voit le monde et la réalité, et je me dis qu'en regardant tous les jours, un jour je vais apercevoir mon mari. Et ce qui se passait, c'est que quand je passais quelques semaines chez elle, tous les jours je partais en promenade. Mais ensuite venait le jour fatidique du départ. Et comme à chaque fois je lui disais, grand-mère, à ce soir, le jour du départ, je n'avais pas le cœur de lui mentir. Et je partais en lui disant au revoir grand-mère. Et ma grand-mère ne parlait presque pas, elle souriait, elle était un peu retombée en enfance. Et ma tante me disait que pendant plusieurs jours, elle pleurait, elle refusait de manger. Et elle disait, mais où est la petite? Et ensuite, elle oubliait jusqu'à mon retour, 2 ans plus tard. Voici ce poème, page 39, intitulé Bangwai. Donc page 39. C'est bon, c'est bon. Grand-mère au corps d'enfant, dormant dans le lit trop grand. Grand-mère au cœur d'enfant, cherchant douce illusion. Grand-père à la télévision. Presque un siècle de guerre, presque tout a changé dans la ville agitée. Grand-mère, au beau sourire heureux, au regard malicieux d'enfant timide, ensoleillé de rides. Alors je voudrais vous présenter ma grand-mère maternelle à présent. C'est la page suivante. C'est bon. Page suivante, Banoï, grand-mère paternelle. Sans bruit, avant la nuit, sur la photo grise, la gueule seule au crépuscule, baille d'ennui. Dans son sommeil de vieille effigie en vigie, dans son urne quelque peu taciturne, quelque part dans une ville tranquille aussi, qui n'est pas la sienne, qui sera la mienne, loin, bien loin d'ici. Et savez-vous que j'ai transporté la tablette funéraire de mon grand-père, donc son mari, qui est décédé avant la naissance de mon père, donc mon père ne l'a jamais connu, et les photos ont été brûlées, ont disparu pendant un bombardement. Donc, ce qui fait que je me rends compte, alors que nous sommes à l'heure où tout le monde a des photos, des vidéos, tout le monde se voit, est en contact, mais mon grand-père ne sait pas, mon père ne sait pas à quoi ressemble son père, et moi non plus évidemment. Voilà. Et donc on a fait une petite tablette où on a gravé son nom, et qui est sur la tablette, sur l'autel des ancêtres, et au nord on me l'a confié. Donc je me rappelle, j'étais en avion et je transportais, j'avais l'impression de transporter mon grand-père avec moi, et il est venu dans le sud rejoindre sa veuve. Page suivante, Onoi, page 43. C'est bon. J'ai transporté, petit paquet discret en avion, la tablette funéraire de mon grand-père de Onoi, de Hanoï à Saigon, pour la mettre sur l'autel des ancêtres. Et je me souviens quand j'ai mis sur le tapis, vous savez, des bagages à main, ce petit paquet, on m'a demandé ce que c'était et j'étais obligée de dire c'est mon grand-père. Vous voyez la situation à son côté. Alors je poursuis. Alors cette fois-ci, j'accélère. Je vais vous lire un poème sur la plage du Cap Saint-Jacques. Vous êtes certainement allé à la plage. Et c'est très amusant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de bikinis et de maillots de bain. Et les gens se baignaient tout habillés, en t-shirt. Alors c'est la page 57, la plage du Cap Saint-Jacques. Alors, voilà, c'est bon. À la plage, en famille, filles et garçons, t-shirt et caleçon, grand tapage ensoleillé, on se baigne tout habillé. Alors une petite anecdote, je vais à Dallas et je visite la villa de mon cousin, le dernier empereur.
Et on nous propose une balade à dos d'éléphant. Il n'y a pas tellement d'éléphants pour se promener, hein, c'est pas comme en Thaïlande. Et là, on me dit c'est le dernier éléphant du dernier empereur, et le petit garçon, c'est le petit-fils du dernier cornet. Et à ce moment-là, donc l'éléphant va dans le lac et commence à s'enfoncer. Et alors je me suis dit, mais on va se retrouver sous l'eau. Il attrape une feuille et il commence à se donner de grands coups avec les feuilles. Donc on était tout aspergés d'eau. Et surtout, il a commencé à pleuvoir. Donc je nous revois sur l'éléphant au milieu du lac avec le parapluie. Et je me suis dit, mais quelle aventure! Le dernier éléphant, qui a connu le dernier empereur, a traversé le lac de Lac sous l'orage bleu, d'une rive à l'autre du temps. Mémoire d'éléphant, rêve de bambou, de rivières tendres, de lourds chemins debout, naguère, guerre épais, brouillard épais, couleur éléphant. Le dernier éléphant qui a vu le dernier empereur s'enfonce dans le lac sous l'orage bleu. Et figurez-vous que près de Dalat, nous sommes en voiture et tout d'un coup, le guide nous dit « Oh, surtout ne regardez pas ». Alors je demande pourquoi. Elle me dit « Il y a un homme tout nu qui marche sur la route ». Et vous savez certainement que les Vietnamiens sont très pudiques. S'ils ne se mettent pas en maillot de bain à la plage, ils ne vont pas se promener en tenue d'Ève, ni d'Adam. Et quelqu'un m'explique en disant « C'est le simple du village ». Hein, d'autres diraient l'idiot du village, mais ça veut dire qu'il est un peu naïf, et en réalité c'est un grand enfant, et on le laisse tranquille. Donc j'ai voulu écrire sur cet homme que j'ai à peine entrevu et qui se promenait tout nu. Donc c'est page 55, c'est sur le chemin de Dalat. Page 55. Alors attendez, là, ah oui, pardon, je suis trop en avant, je reviens en arrière. Voilà. Ouais. Un homme nu marchait dans la campagne, au milieu des rivières, des maisons de torchis, sur la route d'été où picorent les poules, non loin de la rivière, bordée de bananiers, où les buffles boueux se promènent tranquilles, où les chiens du village trottent dans la poussière entre pluie et lumière, entre orage et brouillard. Un homme nu marchait dans la montagne sans jamais s'arrêter, seul, loin, très loin des foules, heureux. Alors à présent, j'accélère et je vais vous présenter Marguerite Duras a vécu et grandi à Sadek. Et j'ai absolument voulu retrouver la Maison Bleue de l'Amant. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début, hein. Donc il y a l'Amant, il y a aussi l'Amant de la Chine du Nord. Et je demande au chauffeur qui nous a conduits de Saïgon à Sadek de se renseigner. Alors il arrête les passants. Il leur demande « Est-ce que vous connaissez la dame française qui a écrit ce roman ?» Et ils disent tous « Ah oui, le film !» Le film, bah oui, le film a marqué les esprits. Alors ils disent non, alors on continue. Alors je découvre l'école dans laquelle travaillait la directrice, la mère de Marguerite Duras. J'entre dans une salle et sur le tableau noir, je vois Olivier, écrit le prénom, et je vois le crocodile. Donc je me dis, tiens, il y a eu un cours de français. Au bout de quelques heures, quelqu'un finit par répondre, et le chauffeur, Hilar, me répond, ah ben votre maison bleue, elle est jaune. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, ce n'est plus la maison du monsieur, c'est une maison qui est devenue un poste de police, et elle a été repeinte en jaune. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, personne ne pouvait retrouver la maison bleue. J'entre, et il me souffle à l'oreille, surtout les photos sont interdites puisque c'est un poste de police. Et là je me sens frustrée, je me dis j'ai fait des milliers de kilomètres, on a eu beaucoup de mal à trouver la maison bleue qui a été repeinte en jaune, c'était magnifique, il y avait des boiseries, c'était une maison traditionnelle, ancienne, et il y avait une atmosphère extraordinaire. Alors je fais semblant de regarder d'un air nonchalant, et un peu comme Obélix, hein, quand il veut tromper les Romains, et tout d'un coup je sors mon appareil, et hop, je prends pas plein de photos, et je pars en courant. Et donc les fonctionnaires n'ont même pas eu le temps de me dire « Ah, c'est interdit », et j'ai pu avoir des photos de l'intérieur de la maison. Je vous lis, Sadek, avec une citation de Larbaud, « Amant, heureux amant ».
De l'autre côté du fleuve, il y a une maison bleue. À l'intérieur, le silence, miroitement rouge dehors. Dans les classes désertes de l'école l'été, les tables sont rangées devant le tableau noir, obscurité. Ils sont passés de l'autre côté du fleuve. Alors cette expression « passer de l'autre côté du fleuve », elle est utilisée au Vietnam soit quand on se marie, soit quand on meurt. Alors je vais, si vous me permettez, Est-ce que j'ai encore un peu de temps? On est juste à 2 heures. Alors encore on va dire. Encore un peu de temps, encore 5 minutes. Oui, alors vous faites très très vite. Donc 5 minutes, oui. Alors je vais vous parler de la fête comment dire? Oui, vous avez certainement eu l'occasion de danser, voilà. Et vous savez que pendant la guerre du Vietnam, donc, après les Américains, souvent, on disait que ce qu'on appelle les boîtes de nuit étaient mal fréquentées. On disait, oh là là, il y avait des filles un peu légères. Donc je suis allée voir et j'ai essayé de retrouver un peu cette atmosphère légère et frivole. Ça s'appelle Spectacle et c'est la page 77. D'accord. Je crois que c'est bon. Il est très court. 77, attendez, 73 ou 77? Non, 77. Ça Alors, s'appelle Spectacle. Spectacle 3. Ah d'accord. Ok, très bien. Sur la piste, couple, valse, cha-cha, Saigon de nuit, belle de jour. À minuit, paillettes et chuchotements dans l'ombre qui danse. Alors, vous avez remarqué que pour la fête nationale, on sort des drapeaux à tous les balcons. Le drapeau rouge avec l'étoile jaune. C'est la page suivante, page 79, spectacle 4. Oui. Toute la nuit, la dernière nuit, ma dernière nuit, une ombre sur le mur claquant au vent d'été. Demain, je partirai vers le pays de grisaille. Cette ombre sur la muraille, c'était le drapeau, rouge comme un départ. Et je vais vous parler à présent d'un autre départ. Alors, c'est un poème griffonné à l'aéroport à 6 h du matin quand je reviens. C'est la page 89 et ça s'appelle Retour. Je crois que j'ai pas ça. Ça s'arrête à la Ah, page... vous l'avez pas? Non, ça s'arrête à la page 79. Ah bon? Ouais, Ah, c'est très bizarre. j'ai plus rien là. Alors, est-ce que je peux vous le lire? Bien sûr, allez-y, allez-y. Retour. La tête ici, les pieds sur terre, mais le cœur là-bas, et toutes mes tripes déroulées sur des milliers de kilomètres. Pardonnez-moi, comme il fait 10 degrés, il fait un petit peu frais. De désert et de mer. Ici, c'est la nuit, le silence tout noir. Là-bas, le jour se lève. Cris des marchandes dans les rues, triste mélopée traînante. Flot joyeux de motocyclettes, on mange assis sur les trottoirs, des bols de soupe fumante à petits coups de baguette. Des enfants vendent des billets de loterie, larges rues à traverser près de la place du marché. Plein d'odeurs, de couleurs et de bruits, de fruits, et de légumes et de fruits. Les cyclos somnolent, les rideaux des boutiques grincent. Les femmes rincent des feuilles, des salades, en fredonnant des balades pour ceux qui sont loin, dans des pays de pluie, de brouillard froid et de grande solitude. Et l'autre poème du retour s'intitule Décalage. Il est un pays où j'ai appris à aimer les nuits qui n'ont rien de triste, la pluie d'orage tiède, les bruits de la ville qui ne dort jamais. Et moi, je marche ici depuis des semaines dans les rues tranquilles, sans rien voir autour, muette, vie parallèle. Et enfin, le dernier poème que j'ai écrit, et depuis je n'ai rien écrit parce que je ne peux pas écrire sur le Vietnam quand je n'y retourne pas. Alors ça se passe à Saigon, non loin du marché Ben Trai, le quartier numéro 1. Il y a une petite marchande ambulante avec laquelle j'aime beaucoup converser, je regarde le spectacle des rues. Ça s'appelle Noël. Café glacé, chaise rouge, parasol sur le trottoir, spectacle. Les soupes à toute heure, les marchands de gâteaux verts, de fraises des montagnes, d'ananas au sel pimenté, vont de maison en maison, femmes de tous âges qui vendent des fruits de saison, des billets de loterie, fragile équilibre des palanches, allure dansante des larges paniers dans la lumière blanche. On transporte à vélo, à cyclo, à motocyclette,
des briques, des portes, des fenêtres, des miroirs qui reflètent un ciel de chaleur brumeuse. On rachète des boîtes, des bouteilles, des sacs en plastique, bric-à-brac multicolores. Tous les jours, à la même heure, sort l'intellectuel à lunettes, au long chignon sable, barbe au vent, vénérable avec son cartable. Silhouette fluette, la mère et son enfant rentrent de l'école, à pied. Des papiers s'envolent. Un homme bedonnant regarde à sa fenêtre. Les passants, les autos au milieu du linge qui sèche au vent chaud. Une folle en haillons, regard à gare, leur cri, sa vie, son désespoir, une cuvette à la main. Et moi, muette, je serai rentrée demain. Voilà. Je vous remercie pour... Merci beaucoup Tan Van d'avoir partagé vos histoires avec nous. Est-ce que vous avez des questions? Quand est-ce que vous retournez au Vietnam pour écrire? Oui, j'aimerais beaucoup. Là, je suis un peu en panne d'inspiration depuis 2 ans et voilà. J'ai écrit aussi un très long poème où j'ai recueilli un peu des anecdotes de mon père. Et récemment, parce que mon père ne parle pas beaucoup, j'ai très très peu de souvenirs. Et ma mère, quand je lui demande de me raconter son enfance, elle me dit non. Elle me dit, je ne veux pas parce que tu parlerais de la famille, tu étalerais nos vies au grand jour et tu en ferais des livres. Mais elle a raison. J'ai appris il y a quelques jours, alors vous allez certainement être très étonnés, que ma grand-mère paternelle était chamane et qu'elle organisait des rites trans-chamaniques chez elle et pour faire revivre l'âme de certains défunts avec des bonzes qui jouaient du tambour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film qui parle de l'expérience de Corinne Sambrin, ça s'appelle Un monde plus grand en Mongolie. Donc en ce moment, je m'interroge beaucoup sur ça et on m'a dit que comme ça se transmettait en sautant une génération et que c'était une filiation féminine, eh bien quelqu'un m'a dit que je l'étais certainement. Donc vous voyez, en ce moment, je suis en plein dans la radiesthésie, dans des expériences de pendule et de... Donc c'est une quête un petit peu, mais bon, qui passe par le Vietnam et avec cette découverte assez étonnante. Donc ma grand-mère aussi pouvait guérir, m'avait-on dit, ne serait-ce qu'avec ses 2 mains, par la position des mains. Mais bon, ce sont des choses répandues. Là où je suis en Bretagne, il y a des guérisseurs, il y a des rebouteux, et je suis sûre que vous en connaissez, enfin même dans les familles, c'est connu. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez retrouvé un peu l'atmosphère dans laquelle vous vivez ? Totalement. Oui, totalement. Quand on lit les poèmes, l'ananas avec le sel pimenté, enfin tout, on retrouve vraiment tout ce qu'on vit. Oui. Merci. Merci beaucoup Tan Van. Bon, je vous remercie. Oui. M'excusez. Bonne journée. Merci de vous être levé aussitôt pour nous. Profitez bien du Vietnam. Je suis avec vous en pensée. Vous avez beaucoup de chance. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah d'accord. Oui, on va Non, c'est pas ça que je voulais. L'écran. Voilà. J'arrête